Paris, au petit matin. Dans cette colloque de jeunes cadres, au moment du petit déjeuner, la porte du frigo ne cesse de s'ouvrir. Quelqu'un veut du thé ? Comme pour des millions de Français, ici avec le thé ou le café, l'accompagnement obligatoire c'est la tartine de beurre. Et pas question de partager la barquette, c'est chacun le sien. Alors moi je prends du beurre doux. Moi j'aime bien les gros cristaux de sel. Pour moi c'est du beurre demi-sel. Lui Amaury, il prend pas de beurre du tout. Et Manon, elle est plus Saint-Hubert, beurre facile à étaler. C'est à base d'huile, donc un peu de la margarine. Salé, doux ou allégé, même chez la jeune génération, le beurre continue de faire des adeptes. Mais il a beau être l'aliment du quotidien, il reste assez méconnu. Est-ce que vous savez comment est fait le beurre? C'est fait... La crème. On prend du lait de vache et on mélange. La matière grasse, la matière Voilà, grasse. c'est la matière grasse du lait qui est battu. Vous avez déjà demandé si c'était bon pour la santé? Bah, Et ça ne l'est pas. ça ne l'est pas. Ingrédients, mode de fabrication ou risque pour la santé, le beurre interroge. Et depuis quelques années, les clichés autour de lui ne cessent de s'accumuler. Tantôt irremplaçable et nourrissant, tantôt jugé très sévèrement. Il serait cancérigène, ferait grossir et boucherait nos artères. Pourtant aujourd'hui, avec 8 kilos par an et par habitant, les Français sont les champions du monde de la consommation de beurre. Et dans les rayons de nos supermarchés, nous n'avons jamais eu autant de choix. En plaquettes, en motte ou moulé, industriel ou artisanal, cru, doux, demi-sel, de Bretagne, de Poitou-Charentes ou de Normandie, il y a de quoi remplir nos frigos. Nous allons tenter de comprendre la différence entre tous ces beurres. C'est une œuvre d'art, hein. Regardez la beauté, regardez, c'est de l'or. C'est de l'or en crème. De l'or qui a des secrets bien gardés. À notre grand étonnement, plusieurs portes se sont fermées sur notre passage. C'est un cercle assez fermé, donc on tient à rester en tout cas le plus discret possible. Je ne vais pas pouvoir vous répondre. Et vous foutez la caméra sur mon logo. Monsieur, vous touchez pas à ça, c'est mon matériel. Monsieur, arrêtez. Mais en Bretagne, d'autres ont accepté de nous montrer comment ils réussissent à produire des milliers de tonnes de beurre chaque année. Nous sommes également allés jusqu'en Italie, sur les traces de l'un des plus gros scandales de l'histoire agroalimentaire. Un beurre lié de très près à la mafia napolitaine. Enquête au cœur du beurre. Nous sommes dans la région de Saint-Malo, dans le nord de la Bretagne. Depuis plus de 30 ans, Jean-Yves Bordier s'est donné une mission, transmettre le goût du beurre. Dans son atelier, bottes en caoutchouc et charlotte sur la tête, le maître beurrier est ici, comme à la maison. Bonjour! Oh putain! Oh le con, il manque. Ce matin, ces 10 fidèles petites mains préparent à toute vitesse une commande urgente pour un grand palace parisien. 900 pièces à livrer avant midi. Moi, je veux pas qu'il y ait de stock de beurre, jamais. Donc, on fabrique uniquement à la commande. On fait des modèles qui n'existent pas. On crée sans arrêt des choses différentes. En fait, on fait un peu de la haute couture sur le beurre. Des beurres sur mesure, des cônes, des ronds, tous sont à destination des plus grandes maisons. Qu'est-ce qui nous reste à partir aujourd'hui? Alors, par exemple, là, en Asie, ça va partir au Shangri-La. Qu'est-ce que j'ai d'autre là? Alors, le parc Hayat, Moyen-Orient. Chacun de ces prestigieux clients a son beurre personnalisé. Taux de sel, forme, jusqu'au logo. Si les grands de la gastronomie s'arrachent son beurre, c'est d'abord pour sa méthode de fabrication, bien particulière. On s'occupe d'abord, on va peut-être faire malaxage, pour avoir le... Allez. En passionné de la mode jaune, Jean-Yves Bordier reproduit un savoir-faire traditionnel, le malaxage.
Tout se joue sur ce plateau en bois, une machine unique au monde. Pendant des heures, à la force des bras, c'est un vrai combat qui s'opère entre le chef et les 25 kilos de beurre. Et pour faire sortir le goût, il attaque le beurre à coups de sel. À chaque fois que je mets du sel dans le beurre, la molécule de matière grasse prend le sel comme une agression. Et pour se défendre de cette agression, elle va recracher l'eau qu'elle a en elle. Et voyez cette vis qui est en train de briller par l'humidité qui sort du beurre. En enlevant l'humidité du beurre, je concentre le sec. Et en concentrant le sec, j'augmente la qualité gustative de mon beurre. En lui faisant cracher son eau, Jean-Yves lui donne une texture fondante et soyeuse. Depuis 30 ans qu'il le malaxe, cet amoureux du travail bien fait a toujours l'œil qui pétille d'entendre chanter son beurre sous la vis en bois. On entend le beurre crépiter là. Hein, je dis souvent que quand mon beurre chante, c'est qu'il pleure, et quand il pleure, c'est qu'il chante. Malaxé, écrasé, le beurre est ensuite tapé à l'aide de palettes en métal. C'est le façonnage. Un aliment haut de gamme qui demande du temps. Ici, depuis la traite de la vache, il faut 3 jours pour fabriquer un beurre. Vendu entre 20 et 30 € le kilo selon les revendeurs. Il en sort donc très peu chaque année, 200 tonnes en moyenne. Mais de quoi est vraiment fait le beurre? Il faut d'abord du lait, dont on ne garde que la matière grasse à l'aide d'une écrémeuse. C'est 82% de sa composition. On ajoute ensuite de l'eau, 16%. Voilà pour le beurre doux. Pour sa version salée, on ajoute 2% de sel. À Saint-Malo, en plein cœur du centre-ville, Jean-Yves Bordier n'oublie pas le lieu où l'aventure a commencé, sa boutique. Bonjour, messieurs, dames. Il a tellement le beurre dans la peau que son ancien atelier, il en a fait un musée dédié à son produit star. La boutique ne désemplit pas. Merci. Au revoir. Mais à 3 € les 125 grammes, la plaquette est tout de même 2 à 3 fois plus chère qu'un beurre industriel vendu en grande surface. Vous assumez aujourd'hui de faire un beurre plus cher que les beurres qu'on trouve en grande surface? Alors, je n'assume pas du tout le fait que ce soit plus cher. À partir du moment où je suis comme toutes les entreprises, j'ai un compte d'exploitation et que le prix et le coût de revient de mes fabrications est plus cher qu'un industriel qui est là pour rationaliser une méthode. Donc, non, je pense que on vend au juste prix. Ça correspond à une économie différente. La concurrence des industriels n'effraie pas ce défenseur acharné du goût. Mais s'il a autant de succès aujourd'hui, c'est grâce à un homme qui l'a fait sortir de l'ombre il y a quelques années. Dans le 8e arrondissement de Paris, à 2 pas des Champs-Élysées. Nous sommes au Georges V, un palace parisien à la clientèle très prestigieuse. Éric Briffard, 2 fois étoilé au guide Michelin, est à la tête des cuisines. Du beurre Bordier, il en commande toutes les semaines. Voici la livraison du beurre Bordier. Donc vous voyez, on est quand même des bons consommateurs. Il est le premier à avoir découvert le beurre de Jean-Yves il y a presque 20 ans. Depuis, il est resté fidèle à ses produits. Ah, il est vraiment bon. Ça, c'est magnifique. Hein. Dans sa maison, le beurre est roi. Le maître des lieux le cuisine à toutes les sauces. Allez, les asperges au beurre. 2 assiettes de légumes chauds. 3 côtes de veau. Et persil, vas-y, c'est parti. Nous sommes en plein coup de feu de midi. 60 couverts à servir et du beurre dans toutes les casseroles. Regardez comme elles sont belles. Qu'est-ce que c'est ça? Des petites pommes de terre de Noirmoutier, confites au beurre d'ail de chez Bordier. Depuis 20 ans, le grand chef n'a jamais abandonné le beurre, même quand il était montré du doigt. Sans lui, sa cuisine aurait d'autres saveurs. Le beurre est un exauceur de goût. Et c'est ça qui est important. Donc en cuisine, c'est un exauceur de goût. Il fixe les saveurs de quoi que ce soit. Et souvent, le beurre ne passe pas devant le produit.
Donc c'est bien le rôle de l'exauceur. Il est derrière avec les petits bras musclés, il soutient, il évolue, il monte le goût. C'est ça qui est important dans le beurre. La cuisine de beurre, c'est une tradition qui est importante à conserver en France. Oh bah, c'est pas important, ça fait partie de notre génétique, notre ADN de la cuisine française. Ça serait une hérésie pour moi de dire on arrête le beurre, et sur quel préjugé d'ailleurs. Les préjugés ne l'ont donc jamais effrayé, car il connaît la bonne méthode pour cuisiner à feu vif et sans danger. Il faut préparer un beurre clarifié. Donc là, j'ai mon beurre, on voit qui est complètement fondu. Vous voyez déjà une belle masse de beurre. Une fois le beurre fondu, la matière grasse remonte à la surface et laisse au fond le petit lait, la partie qui noircit lors de la cuisson. Tous les jours, plus de 20 kg de beurre sont clarifiés dans ces cuisines. Le chef tient à nous montrer la différence entre les deux cuissons. Voici ce qu'il ne faut surtout pas faire. Je mets mon beurre dans la poêle elle est chaude. Donc vous voyez, déjà ça fume très vite. Regardez, 3 secondes, le beurre n'est pas fondu là, qu'il est déjà brûlé là. Quand il noircit, le beurre se charge en carbone, un élément qui serait cancérigène. Là, vous avez un beurre noir. Alors là, vous voyez, le beurre s'est carrément décomposé. Ça, c'est pas bien du tout. Quand il refait la même opération avec le beurre clarifié, donc le beurre fond instantanément. C'est tout de suite beaucoup plus jaune. Là, c'est du beurre pas dangereux. Pour comprendre pourquoi le beurre bordier est aujourd'hui l'un des plus utilisés par les grands chefs, il faut retourner en Bretagne. Tout commence dans la ferme de Philippe Morin, l'une des exploitations dans lesquelles se fournit Jean-Yves Bordier. Une fois par mois, il vient assister à la traite du matin. Il sait que tout son travail démarre là. Qu'est-ce que vous vous dites en voyant Je me dis que c'est de la matière butyrique qui est en train d'arriver, toute chaude, là, et que ça va être écrémé dans la journée, et qu'on va mettre la crème en œuvre dans 2 jours, dans la baratte, et que ça sera du beurre dans 3 jours. Voilà, et que voilà, sans ça, on n'est rien. Ce qui a séduit le maître beurrier, c'est qu'ici les vaches produisent du lait bio riche en oméga 3. Mais le lait de Philippe Morin est aussi réputé pour la couleur particulièrement jaune qu'il donne au beurre. Pour cela, l'éleveur a un secret, la nourriture des vaches. Ici, il y a seulement 45 bêtes, nourries avec de l'herbe en été et du foin en hiver. C'est un foin qui reste vert et de bonne qualité. Du coup, le goût du beurre commence là. Le goût du beurre, il commence dans la pâture, il commence là. Évidemment, c'est une addition de petites choses qui vont faire un joli produit à l'arrivée. Le beurre n'est en fait pas le même toute l'année. Sa texture, sa couleur dépendent des saisons et de ce que mangent les bêtes. À la belle saison, les vaches commencent à paître dans les champs autour de l'exploitation. Elles y mangent alors une herbe riche en iode, en caroténoïdes, des pigments orange et jaune, et surtout très verte grâce à la météo bretonne. Autant d'éléments qui donnent au beurre cette fameuse couleur bouton d'or que Jean-Yves aime tant. Jean-Yves, du coup, vous aimez les voir dans l'herbe comme ça Ah bah c'est bon signe, hein. Ça veut dire qu'on va vers la belle saison, que le beurre sera bon, qu'il sera coloré, qu'il sera gourmand, et ben voilà, c'est ça qui va faire que nos tartines vont devenir joyeuses. Mais aujourd'hui en France, la fabrication traditionnelle de beurre a quasiment disparu. Avec 80% de la production, les industriels ont envahi le marché. Depuis quelques années, les géants des produits laitiers se disputent les faveurs des consommateurs. Ils sont 4 groupes principaux, Lactalis, Bongrain, Eurial et Laïta. Ils se sont lancés dans une bataille féroce pour nous vendre leurs produits. Ils les disent gastronomiques, tendres ou encore d'excellence. Certains les ont même aromatisés, aux abricots, aux herbes ou aux pépites de chocolat. Mais tous ces industriels savent-ils vraiment fabriquer du beurre de qualité? Pour la première fois, l'une d'entre elles, paysan breton, a accepté de nous dévoiler les dessous de sa robe à carreaux Vichy.
Avec près de 20 000 tonnes vendues chaque année et un chiffre d'affaires de 190 millions d'euros, elle est l'un des leaders sur le marché. En Bretagne, le démoulage du beurre a toujours annoncé des moments de gourmandise. Dans leur publicité, avec leur moule en bois traditionnel, ils jouent la carte du terroir et vantent leurs recettes traditionnelles et typiquement bretonnes. Mais avec de tels volumes, est-il possible de faire un beurre de qualité ? Nous avons d'abord rendez-vous dans une des exploitations laitières qui fournit la marque. Comme c'est la première fois que l'entreprise ouvre ses portes à une équipe de télévision, Bonjour. Tout le staff communication est là pour nous accueillir. Et bonjour. Pendant 2 jours, nous allons être très bien entourés. Fabrice Baranger est l'un des 7000 producteurs de lait qui travaillent pour Paysans Bretons. Comme tous les éleveurs sélectionnés par la marque, il doit répondre à un cahier des charges très précis. Aujourd'hui, nous sommes très attachés aux confins animaux. Pour que les animaux puissent exprimer à 100% leur potentiel laitier, il faut une alimentation, je disais tout à l'heure, de qualité et aussi des conditions de bien-être général. Donc vous voyez à l'arrière, nous avons un tapis de 2 cm sous chaque vache et nous mettons 4 kg de paille par vache. Donc chaque vache a vraiment son confort de couchage. Mais le confort ne s'arrête pas là. Lumière, ventilation, nettoyage du sol 3 fois par jour et il y a même une brosse massante pour le dos des vaches. Décidément, tout est fait pour que l'animal se sente le mieux possible et donc produise le plus possible. Nous l'avons vu, en matière de beurre, ce qui compte le plus, c'est l'alimentation des bêtes. Mais dans cette exploitation, les vaches ne sortent pas brouter l'herbe fraîche de la campagne, elles mangent du foin dans leur box. Alors pour que le lait soit de bonne qualité et en gros volume, l'éleveur a un outil bien pratique. Toutes les bêtes sont équipées d'un petit collier jaune qui évalue leurs besoins alimentaires. Donc l'animal rentre dans le box. Nous avons le boîtier ici qui va identifier l'animal et qui va dire si l'animal a le droit ou pas de recevoir un complément céréalier. Et en fonction de son niveau de production, elle aura le droit à un dosage différent selon les vaches et qui sera réparti sur l'ensemble de la journée, sur 24 heures. Plus elles produisent de lait, plus leur nourriture est enrichie. L'objectif final de tout ça, qu'est-ce que c'est ? Optimiser la production et puis leur potentiel. Voilà. Ici, on assure ne pas être dans une course à la productivité. Mais les chiffres sont impressionnants. Grâce à ses 90 vaches, Fabrice fournit aujourd'hui 80 000 litres de lait par mois. Tous les 2 jours, un camion à l'effigie de la marque vient le collecter. Bonjour, ça va ? Jaugé, analysé, pompé, le lait de Fabrice est ensuite amené à l'usine d'Ancenis, dans la région d'Angers. Chaque jour, plus d'1 million de litres de lait en provenance de toutes les exploitations arrivent ici. Nous y retrouvons l'équipe de communication, accompagnée du directeur de l'usine, Franck Leprêtre. Lui, c'est un professionnel du secteur laitier depuis déjà pas mal d'années. Charlotte, les surchaussures. Nous voici dans l'univers de production de quantité industrielle de beurre. L'envers du décor terroir et tradition, affiché par la marque. Première étape, le lait est d'abord écrémé dans des grandes cuves en métal. Le directeur de l'usine tient à nous rassurer sur l'aspect sanitaire. Naturellement, avant que cette crème soit utilisée, nous faisons des échantillons pour bien caractériser la crème. Donc nous allons regarder d'abord si elle ne présente pas d'anomalie. On sait qu'un bon beurre, c'est d'abord une bonne crème. C'est un lait de qualité, il faut que l'ensemble du processus de fabrication soit maîtrisé. Deuxième étape, la crème est pasteurisée pour détruire les éventuels germes et prolonger la conservation du beurre. Mais en tuant les bactéries, une partie des saveurs disparaît. Alors pour redonner au beurre tous ses arômes, Franck Leprêtre a un secret. Il ajoute des ferments lactiques, des bactéries naturelles, qui vont donner ce fameux goût de noisette propre à cette marque de beurre. Nous sommes en train ici de cultiver effectivement des ferments qui vont développer effectivement la saveur, l'excellent goût du beurre paysan breton. Et qu'est-ce qu'il y a dans la recette des ferments lactiques de Paysans Bretons ? Ah, vous aimeriez bien la savoir. Il y a un savoir-faire, il y a un respect de la tradition,
il y a un amour du produit tout simplement, mais je ne pourrais pas vous en dire plus, désolé. C'est un secret. C'est un secret. La marque garde farouchement sa recette secrète derrière cette porte vitrée fermée à clé. Troisième étape, après s'être reposée dans une cuve, la crème passe dans cette grande machine très bruyante, un butyrateur, appelé aussi canon à beurre. Cette étape apporte la transformation de la crème qui est en matière grasse pour obtenir ces grains de beurre. Et ensuite, on a ces grains de beurre. Deuxième étape mécanique, c'est d'assembler ces grains de beurre pour obtenir une pâte homogène qui donnera le beurre. En à peine une heure, la machine sort entre 5 et 10 tonnes de beurre au ton jaune pâle. Il est ensuite découpé en portions de 250 grammes et emballé dans son fameux papier Vichy. On n'a pas trouvé les moules en bois de la publicité, mais plutôt une machine qui sort 5000 beurres à l'heure. Malgré tout, sur l'emballage, il y a toujours l'appellation beurre moulé, une pirouette de marketing pour évoquer le beurre traditionnel. Jusque-là, les dirigeants de l'entreprise jouaient plutôt la carte de la transparence. Alors est-ce que finalement c'est rentable de faire du beurre? Est-ce que le beurre est rentable? Effectivement, ce qui est important, c'est que le beurre nous permette d'assurer cette valorisation du lait des producteurs et d'assurer effectivement l'emploi des salariés. Mais quand on commence à parler marge et bénéfices, ils sont plus embarrassés. Oui, mais vous posez la question si on souhaite... Ça, c'est des sujets qui sont pour nous délicats à aborder. On n'en saura pas plus. Pour le beurre seulement, leur chiffre d'affaires avoisinerait les 120 millions d'euros chaque année. Ça s'explique. Ici, il faut à peine 6 heures pour fabriquer du beurre vendu 6 € le kilo. 20 000 tonnes sont ainsi produites chaque année. Mis à part un marketing qui joue sur une image terroir et qui n'a plus de moulé que ses contours, le produit semble répondre à toutes les normes d'un produit conforme. On aura donc vu que la recette du beurre, c'est avant tout du lait de vache, de l'eau, du sel et chez Paysans Bretons des ferments lactiques. Mais il existe un autre produit que l'on peut facilement confondre avec le beurre et qui n'a rien à voir. Un produit inventé il y a plus d'un siècle, la margarine. Alors que le beurre n'est composé que de matières grasses animales, le lait de la vache, la margarine est-elle composée de matières grasses végétales, comme de l'huile de palme, d'olive, de tournesol ou de colza? C'est entre 50 et 80% de sa composition. On ajoute ensuite de l'eau, 16%. Enfin, pour faire tenir l'ensemble de manière compacte, il faut quelques produits chimiques, au nom un peu barbare. Au début des années 70, la margarine est revenue en force sur les tables des Français. Victime de la dictature des régimes, on fait au beurre de faux procès. On le dit trop gras et favorisant le cholestérol. On trouve alors à la margarine tous les bienfaits d'un gras diététique. Les industriels s'engouffrent dans ce nouveau marché à coups de campagnes de communication. On veut tout, les bons petits plats, et en plus t'as vu ça. Je veux les gâteaux, et en plus les... Alliant plaisir du goût et de la minceur dans un même produit, la margarine déculpabilise les consommatrices. Certaines marques organisent même des séances de dégustation pour convaincre les passants. Ah bah je préfère. C'est frais? Ah ouais, vraiment, j'aime beaucoup ça. J'en prends un peu d'ailleurs. Pour comprendre comment tout ça a pu arriver, nous sommes allés à la rencontre d'un spécialiste de l'industrie agroalimentaire. Perico Légas est journaliste et critique gastronomique. Depuis des années, il suit le marché du beurre de très près. Il a vu avec inquiétude la margarine envahir les cuisines des Français. On avait découvert quelque chose de génial, qui amenait du bonheur, du plaisir et qui résolvait tous les problèmes. Alors évidemment, ensuite dans les messages publicitaires, voilà, on faisait comprendre que, enfin jamais directement, hein, on vous disait pas le beurre c'est du poison, mais enfin on comprenait que, en termes de matière grasse, de digestibilité et des effets sur l'organisme, la margarine était une graisse saine, alors que le beurre était une graisse malsaine. Donc proscription du beurre et vive la margarine. Si le consommateur s'est laissé séduire par ce produit, c'est d'abord parce qu'il avait la conviction de faire du bien à sa santé. Laurent Chevalier est nutritionniste. Lui aussi dénonce les arguments de communication des industriels.
Alors, il y a beaucoup d'industriels qui ont su créer un univers pour essayer de vendre un certain nombre de produits. Alors, on a, par exemple, des pâtes grasses où c'est marqué « réduit le cholestérol », prouvé par 45 études. Donc, beaucoup de personnes pensent que quand ils ont du cholestérol, ils doivent prendre ce type de margarine. Il faut savoir que pour avoir un certain degré d'efficacité, entre guillemets, parce qu'on ne connaît pas toutes les conséquences, il faut en prendre pas mal. Et finalement, quand on en prend pas mal, on prend beaucoup de gras. Et si on prend beaucoup de gras, eh bien, on finit par grossir. L'argument de l'anticholestérol rabâché pendant des années serait donc à prendre avec précaution. L'autre argument commercial, ce sont ces fameux oméga 3, des acides gras presque miraculeux. Là aussi, on est sur du marketing. En général, la concentration en oméga 3 est assez faible. Là, il y a 5,5 grammes, donc c'est tout à fait faible, voire négligeable. Par contre, on le met beaucoup en avant, en essayant que le consommateur va décrypter en disant il y a des oméga 3, c'est formidable pour moi, c'est formidable pour ma santé. En fait, ça ne se passe pas tout à fait comme ça. Conclusion du docteur Chevalier, même lorsque l'on a du cholestérol ou des problèmes de poids, mieux vaut manger un peu de beurre que beaucoup de margarine. La grande mode de cette pâte à tartiner, eh bien écoutez, je crois que tout ça, c'est un petit peu limite. On peut en prendre. Quelqu'un qui me dit qu'il en prend, qui souhaite continuer à en prendre, je leur dis jamais d'arrêter. Mais quand on me demande un conseil par rapport à ça, je leur explique que racler un peu de beurre sur sa tartine le matin, c'est pas forcément grave. Et aujourd'hui, c'est l'huile de palme qui a mauvaise presse. Conséquence, les ventes de margarine reculent, obligeant les industriels à s'adapter aux nouvelles tendances et à revoir leur stratégie. C'est le cas de la multinationale Unilever. 4e groupe alimentaire mondial, ce géant planétaire détient à lui seul une vingtaine de marques de margarine et représente 40% du marché en France. Après des années à vanter le tout végétal, l'entreprise fait marche arrière en sortant un produit plutôt original. Une margarine enrichie en beurre. De la rencontre entre le meilleur du beurre et le bon goût d'un amareux est née une gourmandise inédite pour un plaisir quotidien. Pourquoi ce changement de stratégie? Nous avons voulu poser la question à Unilever, mais l'entreprise a refusé toutes nos demandes d'interview. Perico Légas n'est pas étonné par ce revirement. Le groupe industriel est tout simplement obligé de s'adapter au grand retour du beurre, et sans huile de palme, la margarine devient plus chère à produire. Ce sont des industriels, ils voient leur intérêt. À un moment donné, ils ont vu que leur intérêt n'était plus dans 100% dans le tout margarine, et donc ils répartissent les œufs dans des paniers différents, et progressivement, voilà. Finalement, la margarine, ça rapporte pas tant que ça, et le beurre, ça rapporte un peu mieux. Donc, vive le beurre. Pas parce que c'est meilleur ou parce que c'est parce que c'est plus rentable aujourd'hui pour eux dans leur logique industrielle. Après 40 ans de polémique, le beurre serait donc à nouveau en odeur de sainteté dans nos rayons. Depuis 3 ans, ses ventes ont même augmenté. Mais de nouveaux produits ont pris le relais de la margarine, des beurres allégés en matière grasse qui à leur tour jouent la carte de la santé et de la minceur et séduisent de plus en plus de consommatrices. Comment est-ce que vous choisissez, vous? Qu'est-ce que vous prenez? Je prends celui-ci, vous voyez, parce qu'il me plaît bien et qu'il a que 10% de matière grasse. Pourquoi? Pourquoi? Pour pas trop grossir. Vous avez déjà regardé la liste des ingrédients sur un beurre comme ça? Plus ou moins, oui, mais bon, à mon avis, c'est beau. Hein. C'est un beurre allégé? Oui, ouais. Vous préférez? Pour avoir bonne conscience. Voilà. Vous vous dites que c'est meilleur? Ouais, je me dis oui, que voilà, on abuser un peu plus. Ces dernières années, leurs ventes n'ont cessé de progresser. Ils représentent aujourd'hui plus de 10% des achats dans le secteur. Mais ce beurre allégé est-il vraiment bon pour notre santé? Dans celui-ci, par exemple, il y a seulement 15% de matière grasse contre 82% dans un beurre classique. Dans sa publicité, on nous promet minceur et arôme. Super léger. C'est bon, vraiment j'adore. Et 15%, on les voit même pas. Mais alors qu'y a-t-il vraiment dans ce beurre allégé? Mais par exemple, là, on a de l'amidon modifié. C'est pour la texture. Donc, si vous voulez, sur le plan chimique, on crée ce qu'on appelle des ponts. Et cet amidon modifié, ces ponts qui sont créés, nous, on n'a pas les enzymes pour les casser. C'est-à-dire qu'on n'a pas les enzymes pour digérer l'amidon modifié.
Et puis on rajoute des émulsifiants là aussi, donc le E471, E476, des arômes naturels de lait, des épaississants, du carbonate de potassium. On rajoute donc finalement à la matière grasse d'autres produits dont le degré de tolérance n'est pas forcément toujours très bien connu d'une personne à l'autre. Est-ce qu'il y a des choses sur les étiquettes qui doivent absolument tout de suite nous faire fuir? Je crois que d'une manière générale, j'ai tendance à dire que quand il y a plus de 3 additifs, de 3 grands E, on laisse le produit de côté. Derrière les slogans bien-être et santé, ces beurres sont en fait plus proches des produits chimiques que du vrai beurre. Avec moitié moins de matière grasse, 41%, beaucoup d'eau, 40% environ, et surtout de nombreux additifs. Malgré les avertissements des médecins, les industriels comptent bien continuer à profiter du marché. Et pour plaire aux consommateurs, certains sont prêts à toutes les originalités. À l'automne dernier, le groupe Auchan a lancé une gamme de 10 beurres allégés à 50% de matière grasse et aromatisés. Sucrés avec des cranberries ou des pépites de chocolat, ou bien salés à l'aneth ou au poivre. Olivier Coustet est le chef de produit à l'origine de l'idée. Ce matin, il a rendez-vous avec ses fournisseurs, une petite entreprise belge, pour goûter 2 nouveaux parfums, orange et citron. Bonjour à tous. Bonjour. Vous allez bien? Comme dans la mode, il veut lancer une collection à chaque changement de saison. Alors là, vous nous avez amené quoi? Ici, la version orange. Ok, donc là, on est bien sur une base d'orange confite. On voit vraiment le fruit confit dans la matière grasse. C'est bon, ça. Olivier Coustet est en fait parti d'une idée toute simple. Remplacer la traditionnelle tartine pain, beurre et confiture par un seul et même produit allégé en gras et en sucre. Avec ces nouveaux beurres, il espère bien dynamiser le marché. Mais l'innovation est plutôt audacieuse. On sait qu'on prend des risques. C'est un segment sur lequel on sait qu'il ne se passe rien, et que s'il ne se passe rien, c'est parce que c'est aussi difficile à bouger les mœurs et les habitudes des consommateurs et des consommatrices. On a plus de chances en effet que ça loupe ou que ça ne réussisse, ça on en est conscient, mais on se dit que si on fait rien, il ne se passera rien. Soyons clairs, si ces produits demain se vendent autant que des paquets de beurre standard, c'est qu'on a oublié quelque chose en route et qu'on aurait dû le faire il y a 15 ans. Pour être certain de grignoter quelques parts de marché, ils visent un public bien précis, la mère de famille, celle qui décide en cuisine et qui veut en même temps faire attention à sa ligne. Et pour susciter l'envie chez la consommatrice française, les Belges ne manquent pas d'imagination. Ils prévoient déjà du beurre au wasabi ou à la sauce béarnaise. Mais avant de lancer un produit, il vaut mieux faire des essais. Ils seront faits ici, dans ce laboratoire de la banlieue de Lille, spécialisé dans les tests consommateurs. Chaque jour, des dizaines de personnes viennent déguster à l'aveugle des produits prêts à être mis sur le marché. Les cobayes du jour sont tous des amateurs de beurre et des habitués de la maison. Ils ont appris à étudier chaque produit dans ses moindres détails. L'aspect, l'odeur, la texture et le goût, chaque catégorie est notée de 0 à 9. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que pour ces beurres à l'orange et au citron, les avis sont partagés. Je ne suis pas convaincue du succès de ce produit. Pourquoi? Le goût, je trouve fort acide, le citron, je trouve que ça dénote un peu le goût du beurre, quoi. Je trouve que c'est une saveur très originale, très bonne. Je pense que ça peut s'accommoder à plusieurs mets, comme le saumon, le saumon fumé, tout ça. Surtout en entrée, je pense. Les beurres orange et citron vont finalement être validés par les tests consommateurs haut la main. Quelques semaines plus tard, ils sont mis en vente dans tous les magasins Auchan de France, au prix d'1,10 € les 100 grammes. Pour les responsables du rayon, il faut maintenant les faire connaître aux consommateurs. Et la partie ne s'annonce pas facile. Est-ce que vous connaissez les nouveaux beurres aromatisés? J'en profite. C'est du beurre aromatisé, donc c'est du vrai beurre. Regardez, ça remplace la tartine au chocolat. Vous avez les versions salées,
Le 3 poivres. Ah oui, mais alors on n'aime pas le beurre, donc Vous mettez ça sur une tartine. C'est du vrai beurre, tout à fait. Je vais en prendre alors, mais plutôt pour du aneth et citron, par exemple. Les responsables du groupe se sont donné 6 mois pour savoir si le consommateur est séduit. 15, 40, 60 ou encore 80%. Décidément, les industriels semblent mettre autant de matières grasses qu'ils veulent dans leur beurre. Pourtant, la loi est très stricte. L'usage du mot beurre est réservé exclusivement aux produits contenant 82% de matières grasses. Alors tous ces nouveaux produits ont-ils bien le droit de s'appeler beurre? Pour essayer d'en savoir plus, nous nous rendons en région parisienne, au laboratoire de la Direction générale de la consommation et de la répression des fraudes. Il est le seul laboratoire public chargé du contrôle des beurres en France. À la tête de cette unité, Frédéric Saltron. Toute l'année, son équipe analyse ces nouveaux beurres qui remplissent les rayons de nos supermarchés. Là, on a le fameux beurre léger, donc c'est la moitié. Moitié 41% de matière grasse. Là, voilà, on a les matières grasses végétales 15%. Et dans la jungle des nouvelles appellations, il reconnaît que le consommateur peut facilement s'y perdre. Voilà. Il y a une grande diversité de produits à base de matières grasses laitières. Vous avez le beurre classique, et après, en fonction du taux de matière grasse, il va y avoir différentes appellations et différentes présentations. Le consommateur doit bien regarder les étiquettes pour savoir ce qu'il achète. Pour apposer la mention beurre, les industriels doivent respecter sa recette à la lettre. Principalement les taux de matière grasse et d'humidité. Pour déceler les tricheurs, les analyses du laboratoire sont devenues de plus en plus précises. Donc là, je vais faire un prélèvement pour le dosage de l'humidité, qui ne doit pas dépasser 16% dans un beurre. Et qu'est-ce que ça peut vouloir dire de trouver trop d'humidité dans un beurre? Alors, trouver trop d'humidité dans un beurre, c'est peut-être simplement quelquefois un problème de technologie, un problème interne à l'entreprise. Ça peut être aussi une fraude. Sur la 50aine de beurres que le laboratoire analyse chaque année, les fraudes restent extrêmement rares. Et elles ont en général la même nature, faire des économies en réduisant la matière grasse. C'est simple, on fait payer le prix de l'eau au prix du beurre. Et beaucoup plus rarement, voir s'il n'y a pas des matières grasses qui seraient autres que laitières. On couperait le beurre avec autre chose que du lait. Ça, on le fait. Couper avec autre chose, ni du lait, ni de l'eau, certains ont osé aller au-delà de tout ce que l'on peut imaginer. Le laboratoire a conservé comme un trésor de guerre ce beurre qui était utilisé dans la pâtisserie industrielle. Un beurre à l'origine de l'une des plus grandes fraudes alimentaires. C'est un échantillon qui était une grosse affaire. C'était une très grosse fraude, à la fois sur la nature de la fraude et dans son ampleur, puisque c'est un beurre qui s'appelait beurre, mais qui en réalité était coupé jusqu'à 40% avec des matières grasses étrangères. Dans quel but vous pensez? Le but est essentiellement économique. Une fraude d'une ampleur sans précédent et qui aurait pu avoir des conséquences très graves. Tout commence en Normandie, dans le petit village de la Chapelle d'Andenne. La société Fléchard est l'une des plus grosses entreprises laitières de la région. Son beurre est incorporé dans les pâtisseries industrielles. Il y a quelques années, son dirigeant Guy Fléchard est condamné pour la vente de denrées alimentaires falsifiées. Entre novembre 1997 et juin 2000, sa société a vendu 14 000 tonnes de faux beurre. L'entreprise achetait en fait un produit frelaté qu'elle maquillait en vrai beurre avant de le revendre, empochant au passage des centaines de milliers d'euros de subventions européennes. Ses dirigeants ont refusé de nous répondre, et près de l'usine, nous ne sommes pas vraiment les bienvenus. Déjà, je suis pas autorisé à filmer. D'accord, mais on est sur la République, monsieur. Elle vous foutez la caméra sur mon logo. Alors arrêtez, non? Monsieur, vous touchez pas à ça, c'est mon matériel. Monsieur, arrêtez, là-bas. Arrêtez, monsieur, c'est là-bas. Si l'ambiance est aussi tendue, c'est parce que la direction continue de clamer son innocence. Pourtant, nous avons pu discuter avec un ancien cadre de l'usine qui a assisté à la mise en place de la fraude. Oui, il y avait des camions, des citernes qui arrivaient avec de la matière grasse concentrée. Et puis voilà, le laboratoire était censé analyser ces matières premières entrantes. Il y a des choses bizarres, voilà. À l'époque, j'étais surpris. La matière première que
Fléchard achetait, elle n'avait pas une composition, on va dire, normale. Voilà quoi, maintenant de savoir ce qui était mis exactement dans le beurre, etc. Moi, c'est impossible de le dire, quoi. Et vous aviez mis en garde les salariés de la société à l'époque? Oui, bien sûr, ouais. Oui, la direction, oui. Après, le prix est attractif aussi, hein, faut pas le nier. Donc on me dit souvent, faut toujours se méfier des prix qui sont bizarrement, qui sont un peu bas. Mais voilà, quoi. Pour comprendre ce qu'il y avait exactement dans ce beurre frelaté, nous devons nous rendre en Italie. L'affaire commence dans la banlieue de Naples, au fond d'une zone industrielle contrôlée par la mafia napolitaine, la Camorra. C'est dans cette entreprise de beurre aujourd'hui en friche, Italburro, que toute la fraude a été imaginée. Le produit fabriqué ici n'était en fait composé qu'à 30% de véritable beurre. Pour compenser en matière grasse, les industriels italiens ajoutaient des carcasses animales, du suif, des morceaux de cervelle ou de moelle de bovin. Le juge Francesco Curcio est responsable de la lutte anti-mafia en Italie. C'est lui qui a instruit toute l'affaire. Tout commence par l'assassinat de 2 hommes de la Camorra dans l'usine. Pour comprendre les dessous des meurtres, le juge Curcio met les dirigeants sur écoute. Rapidement, il découvre un gigantesque trafic de beurre qui partait de l'usine pour aller vers la France. L'enquête a duré très longtemps, au moins 2 ans, car en plus de toutes les écoutes téléphoniques que l'on a faites, on a dû procéder à plusieurs autres activités. Des contrôles sur des échantillons de beurre, mais aussi de nombreuses filatures, des camions qui arrivaient et partaient de l'usine. Il faut considérer aussi que le trafic ne concernait pas seulement la France et l'Italie, mais une grande partie allait aussi vers les Pays-Bas et la Belgique, et une petite partie de la production vers l'Allemagne. Pour vous donner une idée du chiffre d'affaires qui s'était développé entre les entreprises de la Camorra et les entreprises françaises, nous parlions à l'époque d'un chiffre de plus de 200 milliards de lire. Donc, plus d'1 million d'euros. C'est donc un chiffre très important. Des sommes extravagantes et des quantités de beurre qui donnent le vertige, dont les premières victimes en Europe ont été les consommateurs français. On est arrivé à la conclusion que chaque famille française avait consommé à peu près un demi-kilo de beurre frelaté. On parle donc ici de quantités énormes qui ont envahi le marché français. 15 ans après les faits, en Italie, un procès est toujours en cours. Dans l'attente de la décision de la justice, personne ne veut s'exprimer. Toutefois, nous avons pu joindre un professeur d'université accusé d'avoir falsifié les résultats d'analyse pour convaincre les acheteurs français. Après avoir fait 4 mois de prison, il tient à rester discret. Mais il nous fait part de quelques éléments qui nous font comprendre jusqu'où étaient prêts à aller les fraudeurs italiens. Il y a une beurrerie qui ne pouvait pas marcher. Elle était sale, partout. Il n'y avait pas de beurre à l'intérieur. Il y a une matière grasse quand on ne sait pas d'où venir. Parce qu'il y avait derrière tout ça, des chimiques, des usines qui produisaient des matières grasses. Ils ont été très loin dans les expériences pour vendre du beurre. Oui, parce qu'il y avait des chimistes, par exemple à Parme, à une usine qui faisait du savon, des producteurs de matières grasses autres qu'animales, vous comprenez? Il se pose aujourd'hui en victime et affirme même avoir averti les Français. Les Français sont des cons. J'avais prévenu qu'il y avait des choses qui n'allaient pas, mais les cons ne faisaient pas de contrôle parce qu'ils ne voulaient pas dépenser de l'argent, les pauvres. En 2009, Guy Fléchard a été condamné à 18 mois de prison, dont 6 mois fermes, ainsi qu'à verser 23 millions d'euros de dommages et intérêts à l'Office de l'élevage. Après plusieurs demandes, il a finalement accepté de nous donner sa version des faits. Voici le mail qu'il nous a adressé. Sa première réponse est d'affirmer son innocence. Il se considère comme un bouc émissaire.
Il affirme avoir payé à la place d'autres grandes entreprises françaises, elles aussi impliquées dans le trafic. L'enquête met en effet en évidence que l'un des plus gros industriels du secteur laitier, Entremont, aurait acheté 13 camions de 23 tonnes de beurre trafiqué. Au cours du procès, ces dirigeants ont même reconnu que le beurre qu'ils importaient d'Italie permettait d'abaisser le coût d'achat. Nous les avons contactés, mais les responsables n'ont pas souhaité s'exprimer. Depuis l'affaire italienne, la France n'a pas pour autant stoppé ses importations de beurre. Bien au contraire, en 20 ans, elles n'ont cessé d'augmenter. L'année dernière, près de 148 000 tonnes de beurre ont été importées en provenance de l'Union européenne. Des beurres qui servent surtout à l'industrie agroalimentaire ou à la fabrication de plaquettes premier prix. Nous avons voulu savoir si depuis le scandale de l'Italie, les contrôles sur les importations de beurre avaient changé. Nous avons sollicité plusieurs entreprises, mais visiblement le sujet est tabou. Et il y a peut-être de quoi. Au début de l'année 2014, un rapport de la Cour des comptes sur la sécurité alimentaire a dressé un portrait plutôt alarmant de ces contrôles. Déborah Infante travaille depuis plus de 10 ans à la direction des services vétérinaires en charge de ces contrôles de santé. Aujourd'hui, elle tire la sonnette d'alarme. En ce qui concerne l'importation des produits laitiers, qui viennent majoritairement de l'Union européenne, est-ce que ça, vous les contrôlez? Franchement, non. Théoriquement, on devrait faire des contrôles à destination, et ils se font. Qu'est-ce que c'est? Un contrôle à destination, parce que vous savez que les marchandises circulent librement dans le sein de l'Union européenne, donc il n'y a pas de contrôle aux frontières. Par contre, on a des plans de contrôle à destination, c'est-à-dire les usines ou les destinataires finaux d'un produit importé, ça va arriver, je ne sais pas, chez Carrefour ou ailleurs, nous on le sait, et on va régulièrement, on est censé y aller, aléatoirement, de temps en temps, vérifier les produits et faire des contrôles. C'est pas le cas. Ça fait pas partie des secteurs prioritaires. Donc c'est pas fait. Ou très peu fait. Et c'est d'autant plus inquiétant que le rapport de la Cour des comptes précise que sur les contrôles effectués sur l'année 2010-2011, 21% d'anomalies ont été relevées sur le lait ou les produits à base de lait. Conséquence, difficile d'assurer une véritable qualité des produits mis sur le marché. Et la situation pourrait rapidement s'aggraver, avec seulement 40 contrôleurs pour plus de 20 000 établissements et producteurs laitiers. C'est tout le secteur qui est préoccupant. L'année dernière, seule la moitié des établissements ont été contrôlés. Est-ce que vous diriez qu'aujourd'hui, on peut en France assurer aux consommateurs une totale maîtrise de la sécurité sanitaire sur les produits laitiers ou des produits comme le beurre? Non, je pense qu'aujourd'hui, il y a des crises qui vont arriver, et de plus en plus nombreuses. Peut-être pas de la même nature que celle qu'on a vécue, mais de nature différente. On l'a vu, pareil, avec la viande de cheval, et puis on pourrait le voir dans le secteur laitier. Pour vous, la sécurité sanitaire sur le secteur des produits laitiers, elle n'est pas suffisante? Non. Est-ce que clairement le consommateur peut avoir des inquiétudes? Je pense qu'à terme, il pourra les avoir. Toutefois, il faut nuancer. Car si le beurre est si peu contrôlé, c'est d'abord parce qu'il n'est pas un produit à risque. Mais pour être certain d'écarter toute menace, de plus en plus de consommateurs français se tournent vers des beurres authentiques et traditionnels. Nous sommes en Normandie, en plein pays du beurre. Pour Perico Légas, notre critique gastronomique, le vrai beurre, c'est celui que l'on va chercher à la ferme. Bonjour. Bonjour Frédéric. Vous allez bien? Ça va bien. Ça sent le bon beurre. Vous voyez? Ça sent le bon beurre et ça sent la Normandie. Voilà. Ici, on fait du beurre comme le faisaient nos grands-mères. Le lait est récolté tous les matins, puis écrémé directement, pour être ensuite mis au frais. C'est la recette idéale pour un bon beurre. Il fabrique chaque semaine entre 120 et 140 kg de beurre dans une petite baratte traditionnelle. Il est ensuite moulé et emballé à la main. Un savoir-faire artisanal qui demande beaucoup de patience. Et là, au fur et à mesure du battage,
on commence à voir apparaître un petit peu le beurre. Ils sont très peu nombreux aujourd'hui à préserver cette tradition. Voilà, c'est fini. On va pouvoir sortir le beurre. Ici, on fabrique un beurre cru, c'est-à-dire non pasteurisé, et donc qui garde tous ses arômes. Regardez comme c'est beau. C'est une œuvre d'art, hein. Incroyable. La texture est incroyable. Ça, c'est du vrai beurre. Et voilà, moi, je suis toujours ému quand je goûte un produit comme ça. Et regardez la beauté, regardez, c'est de l'or. C'est de l'or en crème. La liste des ingrédients est sensiblement la même que chez ses concurrents. Du lait écrémé et du sel. Ce qui change, ce sont surtout les temps de fabrication. Il leur faut 5 jours pour fabriquer un beurre vendu 2,30 € les 250 grammes, quand il fallait 3 jours à Jean-Yves Bordier pour un beurre vendu entre 5 et 7 €, et 6 heures à Paysan Breton pour un beurre à 1,50 €. Mais si le consommateur veut retrouver le vrai goût du beurre dans son supermarché et à un prix abordable, ce n'est pas si compliqué. Il faut choisir un vrai beurre à 82% de matière grasse, produit en baratte et de préférence dans une région réputée. En cas de doute, scrutez les mentions AOP. Enfin, mieux vaut tout de même limiter sa consommation. Entre 10 et 20 grammes par jour, c'est la bonne dose. De quoi satisfaire nos papilles, sans malmener notre silhouette et notre santé.